Au cours de ce rendez-vous qui va nous conduire à 16h50, 16h55, dernier délai, on vous propose de prendre un peu de hauteur pour revisiter les fondements du mix énergétique sur lequel les territoires sont à la manœuvre et les bons choix, les bonnes voies à entreprendre, tant pour le territoire que ses composantes économiques, et on sait de quoi on parle ici sur le Dunkerquois. Et on a le plaisir d'accueillir Philippe Geoffron, professeur de sciences économiques au laboratoire d'économie de Paris-Dauphine. À ses côtés, Jean-Noël Guyot, directeur adjoint d'EDF Collectivité, François Lavallée, qui est président de la CCI Littoral Hauts-de-France, et Philippe Vasseur, président de la mission REF 3 dans cette région. Quelques premières questions à Philippe Geoffron, et on prendra le temps pour échanger avec vous, bien évidemment, mesdames, messieurs. Je voudrais avoir votre commentaire tout d'abord sur quelques faits pour poser le sujet du cadre du mix énergétique. Tiens, vous m'aviez dit que vous étiez né dans la région ? J'y suis pas né, mais j'ai vécu assez longtemps, et il y a très longtemps, c'était vers la fin des années 60, pas très loin d'ici, vers Rochelle, donc je sais ce que c'est qu'une cité minière. J'ai une petite idée également de ce que ça suppose que de sortir de cette période du charbon. La dernière tonne de charbon a été extraite en France en 2004. Voilà, donc j'ai vu un peu par les deux bouts cette période. Alors, je sais que votre parole est libre par rapport à tous ces sujets, et puis on a besoin d'être, tous, challengés pour bien comprendre les horizons de ces mix énergétiques. Puisque vous avez grandi sur un territoire d'énergie fossile, je crois qu'aujourd'hui, un État comme le nôtre importe quelque chose comme 40 à 60 milliards d'énergie fossile, le gaz, le pétrole. Est-ce que c'est bien utilisé ? Alors, vous nous invitiez à prendre de la hauteur, donc on va monter peut-être un cran un tout petit peu au-dessus de votre question pour se demander finalement la transition qui nous réunit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de la faire. Donc on connaît le contexte, le changement climatique et ses contraintes, mais il faut avoir une petite idée de ce que ça va supposer. Donc aujourd'hui, nous émettons 35 milliards de tonnes de CO2 au niveau global, parce que la question évidemment se pose à la maille planétaire, elle n'a pas de sens localement, donc 35 milliards de tonnes. Si on veut viser la fourchette entre 1,5 degré et 2 degrés à la fin du siècle, ça suppose qu'en 2050, on n'émette plus que 5 ou 10 milliards de tonnes. 35 milliards versus 5 ou 10 milliards. Donc chacun doit imaginer dans sa vie ce que ça peut signifier. Les Européens émettent chacun entre 5 et 10 tonnes, donc imaginons qu'on n'ait plus la possibilité d'émettre qu'une à 2 tonnes. Et le 0,5 est catastrophique, aura des conséquences oui, catastrophiques. Le delta entre 1,5 degré et 2 degrés serait terrible, et sans parler évidemment d'un monde à 3 degrés. Donc voilà un peu le contexte. Alors nous, Français, dans ce contexte, évidemment, on est plutôt vertueux, mais ce n'est pas le problème, mettons notre belle vertu à part. Chaque année, on importe entre 40 et 60 milliards de produits pétroliers, du pétrole pour l'essentiel, du gaz également, le charbon est totalement marginal. Et finalement, dans ce contexte, on a une chance absolument extraordinaire, on n'en produit plus. On n'en produit plus, on produit 1%. Oui, on a une chance parce que finalement, ça veut dire qu'on va avoir de la substitution, et donc grosso modo, le défi qui est au-devant de nous, c'est de parvenir à aller taper dans cette manne qui produit de la valeur ajoutée essentiellement en dehors de France, qui produit des emplois essentiellement en dehors de France, et de les transférer dans nos territoires. D'accord, donc je comprends dans ce que vous dites que ces importations aujourd'hui pourraient être, ce volume, l'argent dépensé pour ces importations pourrait être mieux utilisé pour accélérer la transition énergétique, pour être mieux utilisé sur les territoires, c'est ça ? On peut prendre les participants à témoin. Chacun peut imaginer qu'il puisse faire des choses bien plus utiles que de remplir le réservoir de sa voiture. Donc on peut, et encore une fois, la question serait différente si nous parlions de Moscou ou de Riyad ou des États-Unis, qui sont des grands pays producteurs, les 3 premiers pays producteurs de pétrole. Nous, on ne produit plus qu'1%. Donc on va avoir de la substitution, et on va donc pouvoir utiliser. Alors il y a une partie évidemment de ces importations qui vont rester notamment dans le domaine de la chimie, mais imaginons que sur ces 50 milliards
l'objectif à terme, ce soit de recycler localement chaque année de 25 à 30 milliards, on a un effet de levier qui peut être très puissant. Rappelons-nous encore une fois que ce qui a été concédé aux Gilets jaunes il y a quelques semaines, 10 milliards. C'est 10 milliards, donc on voit bien ce qu'on peut faire avec un effet de levier de cet ordre. Et puis ce qu'on ne doit pas perdre de vue aussi, c'est que derrière ces importations et le fait de les diminuer, il y a un deuxième effet qui est également très bénéfique, c'est en particulier au travers de l'amélioration de la qualité de l'air. À nouveau, il y a quelques chiffres qui font frémir, mais qui sont extrêmement intéressants et très stimulants si on est conduit à les diminuer. Le Sénat, il y a quelques années, a été conduit en 2014 à évaluer l'effet en France de la qualité de l'air. On n'est pas dans le pire pays du monde, évidemment, mais néanmoins, ça coûte entre 50 milliards et 100 milliards chaque année. 48 000 décès directs par an. Voilà, 40 000 vies abrégées. Donc si on additionne tout ça, etc., assez raisonnablement, la transition peut conduire en France à recycler des choses qui, additionnées, pèsent 3 ou 4% du PIB et à les traduire dans des écosystèmes locaux. Alors, on va continuer à dérouler la pelote. Très bien. Vous dites que beaucoup plus d'intérêt à investir dans les écosystèmes locaux. C'est pile le cri du cœur des élus porteurs de ces transitions énergétiques. Hier, le ministre de Rugy était là, il a dit je vais vous donner les clés, les territoires, hein, parce que c'est par vous que ça va se développer. Et puis taxe carbone, je vous promets, on va le remettre sur le tapis, on va la remettre sur le tapis très prochainement. Patrice Vergrit, pour ne citer que lui, président de cette communauté urbaine, en réponse dit je te préviens, il tutoyait. Tu m'aides pas, je ne fais rien, hein, parce que moi j'en ai assez avec mes politiques publiques. Alors là, j'ai l'impression, c'est ma deuxième question, que c'est le chat qui se mord la queue un peu. Alors, on a un petit problème en France qui me paraît être le suivant. Le système énergétique, grosso modo, on a ouvert le moteur, et on a ouvert le moteur il y a 10 ans. Le grand débat dans lequel on est encore aujourd'hui, parce que le grand débat qui s'ouvre ces semaines, a comme premier volet la transition écologique. Et il se trouve qu'on a un débat pratiquement en continu, dans lequel on ne conclut pas toujours, depuis 2007, qui est le premier Grenelle de l'environnement. Et depuis, on enchaîne des décisions. Lorsque vous regardez ce que nous dit la Commission européenne, la France, c'est pas très surprenant, est avec la Belgique, le pays européen qui produit le plus de corps de règles, de normes, qui ne sont pas toutes mises en application. Donc on a une capacité à produire des normes, on a une capacité à débattre. Il me semble qu'on a une capacité assez réduite à expliquer à nos concitoyens à quoi tout ça peut bien servir, parce que finalement, si on parvient à se convaincre qu'en recyclant, mais à la condition qu'on puisse voir les effets de ce recyclage, l'ensemble de nos concitoyens vont être gagnants. Encore une fois, si ces 100 milliards qui sont là pas très loin, on parvient en 2 décennies à les transférer, à les inscrire dans des territoires, ça peut vraiment collectivement nous changer la vie. Ça peut le faire, ça. Hein. Enfin, c'est oui, pas un propos... mais ce qui s'est passé il y a quelques semaines nous fait mesurer le chemin à parcourir, parce que j'imagine... Et c'est mon souvenir, ma connaissance d'un certain nombre de territoires qui vont des Hauts-de-France jusqu'à l'Aveyron, que dans certains territoires, notamment dans les Hauts-de-France, lorsqu'on ferme les yeux, la transition énergétique assez largement s'est visualisée par des éoliennes et par des taxes. Et ça, c'est pas possible. On avait un autre levier qui était dans la loi et dont on discute depuis pas mal de temps, qui était le levier de l'efficacité thermique dans les logements, avec un objectif de monter jusqu'à 500 000 rénovations. La mère des batailles. Hein. Donc ça peut être, il peut y avoir vraiment là pour le coup un recyclage qui est perceptible vraiment dans l'intimité des ménages et des citoyens, si effectivement on se met plus de contraintes sur les transports, mais si la contrepartie qui est visible, c'est qu'on accélère les rénovations et que chacun gagne chez soi en confort thermique, en confort auditif, etc. Sauf qu'on a mis en avant les taxes dans des conditions qu'on sait maintenant et qui sont désormais sur la place publique, mais on n'a pas fait la contrepartie. C'est ça. Voilà. Alors, pardon. Et puis on a un problème de construction, et je le dis en ayant dans mon équipe à l'université été impliqué dans le montage de la taxe, donc on prend notre part de responsabilité, mais grosso modo lorsqu'on met une taxe sur un machin qui s'appelle le baril de pétrole, tout ça, ça donne du rodéo. Parce que si vous regardez le prix du pétrole sur 20 ans, effectivement ça monte, ça descend tout le temps, et c'est passé historiquement de 150 à 30, et puis ça remonte. Donc lorsque vous mettez une taxe dessus, lorsqu'on est au plus bas, évidemment, cette taxe, elle est sous le radar et elle est acceptée par les citoyens consommateurs. Et lorsque ça monte, elle devient totalement inacceptable. Et évidemment, nos concitoyens, ils vont chercher les autorités qui sont à portée de leurs mains, alors que le prix du pétrole, finalement, il se détermine à nouveau entre l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis, mais qui sont hors de portée de
de nos manifestations de mécontentement. L'expert que vous êtes nous dit il y a urgence, sans discussion, de réfléchir, de réaffecter ces sommes importantes sur les territoires. Quels sont, selon vous, les meilleurs modèles qui corrèlent l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre et la création de valeur sur les territoires? C'est quoi les bons sujets? Alors évidemment, lorsqu'on invite des universitaires, on aimerait avoir des règles d'or, etc. et des choses. Ouais. Mais ce qui me paraît, moi, mon expérience de ces questions, c'est que ce qui prévaut finalement, c'est la diversité. Il suffit de se balader en France et de comprendre qu'évidemment, dans des tas d'endroits, il peut y avoir des espaces dans lesquels on pourra faire massivement peut-être du photovoltaïque. D'autres endroits seront plus appropriés à de l'éolien. Il y a des tas d'endroits où on pourra recycler, on pourra utiliser des déchets, par exemple des déchets agricoles pour produire du biométhane et donc pour notamment étendre le portefeuille d'activité de l'agriculture, ce qui est tout de même... Et lorsque vous essayez d'articuler tout ça, vous avez, ce qui prévaut, c'est l'extrême diversité. C'est la raison pour laquelle la question qui se pose, évidemment, elle se pose à la maille d'un territoire. Il est assez difficile de la regarder, là, pour le coup, de manière panoramique, et de manière panoramique de donner des recommandations qui sont transversales. À une exception près, qui est celle de l'efficacité, et qui va s'appliquer évidemment dans des termes qui sont des termes différents selon qu'on est à Dunkerque ou selon qu'on est à Nice, mais qui, dans tous les cas, va s'appliquer. Tiens, donc vous ne nous avez pas encore parlé du nucléaire, c'est volontaire? Vous ne m'avez pas interrogé sur le nucléaire, monsieur. Non, mais c'est quand même... Alors, en plus, ici, c'est une donne importante. Bien sûr, mais alors, on le range, on fait... Enfin, c'est quoi? Pas facile à... Non, mais vous validez l'option prise dans le plan pluriannuel de l'énergie. Comment vous voyez les choses? Alors, plusieurs choses. Le passé et le futur. Il faut savoir que chaque Français émet 3 ou 4 tonnes de moins que chaque Allemand. Ça s'explique un peu par la base industrielle qui est différente, mais ça s'explique pour l'essentiel par du nucléaire versus du charbon. Et tout ça, donc, ça aura duré 30, 40, 50 ans, la durée de vie des différents réacteurs. Et lorsque vous multipliez ça par le nombre de Français, par le nombre d'années, etc., ça fait quand même un paquet de tonnes qui n'auront pas été émises. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, lorsqu'on regarde autour de nous, et en particulier lorsqu'on franchit le Rhin, on s'aperçoit que les pays, y compris les pays extrêmement puissants économiquement, technologiquement, comme l'Allemagne, sont des pays qui ont du mal à dénucléariser et décarboner. La question se pose également au Japon, évidemment, pour d'autres raisons, dans le même temps. Donc il faut avoir une petite idée de ce que sont les priorités, et les priorités, me semble-t-il, vont à la décarbonation. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, il faut reproduire le modèle à l'identique. En revanche, de prolonger sous la supervision, évidemment, de l'ASN les réacteurs actuels me semble une bonne politique. En revanche, la question pour l'avenir me semble se poser à 2 niveaux. Le premier niveau, on voit bien ce qu'on a pu faire avec le nucléaire de 2e génération. Le modèle de la génération à suivre n'est pas encore stabilisé. Donc ça, c'est une première observation de bon sens. Et puis le deuxième élément, et surtout, c'est que finalement, la révolution, la transition qui nous réunit ici, va conduire à développer et à accélérer le déploiement de beaucoup de technologies bas carbone. Au moment où, dans les années 70, on a pris la décision de développer un grand parc nucléaire en France, il y avait schématiquement 2 moyens de faire une électricité décarbonée. De l'hydroélectricité et du nucléaire. On a combiné les deux, ce qui nous donne un parc actuel qui est parmi les moins émetteurs du monde. Mais à l'avenir, on va se retrouver, et évidemment après 2050, dans un environnement dans lequel, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, dans ce grand bouleversement, dans lequel il y aura beaucoup de technologies potentiellement en concurrence. D'accord. Donc de ce point de vue, la diversité me semble qui est dans la loi, et moi je suis évidemment légitimiste, donc il faut appliquer la loi. Les conditions de l'application de la loi n'avaient pas été bien définies jusqu'à maintenant, il me semble qu'elles sont plus claires dans le cas de la PPE, donc il faut avancer. Ils vont légiférer très vite, nous a dit le ministre hier. Donc pour vous, pour que les choses soient claires, un nucléaire nécessaire, mais on baisse un peu le curseur de la dépendance à 50%, ce qui est... Oui, et puis le fait d'avoir une programmation pluriannuelle et de refaire le point régulièrement, et de toute façon dans la logique de toutes les économies avancées, c'est ce que font les Britanniques avec des budgets carbone. Et puis par ailleurs, la logique même de l'accord de Paris, c'est de faire le point tous les 5 ans et de se réengager en fonction de ce qu'on a appris de l'expérience de ces 5 ans. Alors, je reviens vers vous dans quelques minutes sur les outils financiers, les
les process innovants pour déployer tout ça. Ok, mais là, je voudrais d'abord faire réagir Philippe Vasseur, que je ne présente plus. Il était avec nous hier déjà. Il est à la tête de cette dynamique des territoires Hauts-de-France pour réinventer le territoire et notamment son mix énergétique. Ce que vous avez entendu là, ça parle à vos projets, à vos schémas? Quel commentaire? Oui, donc, il y a une chose que je retiendrai en premier lieu, c'est votre approche de la diversité, pour laquelle on se bat, mais vraiment quotidiennement, en quelque sorte, pour qu'on soit capable de comprendre qu'on n'a pas nécessairement les mêmes problèmes, les mêmes capacités, les mêmes possibilités quand on est à Dunkerque ou quand on est à Nice. L'exemple le plus parlant, il est celui du photovoltaïque. Pourquoi ne développons-nous pas davantage l'énergie solaire dans une région comme la nôtre? Alors certains vont dire par manque de soleil, alors qu'il suffit de franchir la frontière, elle n'est pas très loin, on s'aperçoit qu'en Belgique, le solaire existe, en Allemagne, le solaire existe, en Angleterre, le soleil existe. Je n'ai pas cru comprendre qu'il y avait davantage de soleil à Londres qu'à Dunkerque. Simplement, quand on lance un appel d'offres, comme la tarification est une tarification nationale, on se retrouve évidemment en concurrence avec une capacité de production qui est en gros de 20% supérieure à celle qu'on peut offrir ici. Donc nous, la différenciation, elle est pour nous aussi l'expression, enfin disons, la conséquence de la diversité. Et c'est ce que nous essayons de faire, de développer notre propre schéma, notre propre avenir, qui est effectivement celui en gros, la mission qui est la nôtre, et quand je dis la nôtre, elle est collective, puisque nous sommes l'expression à la fois du politique via le conseil régional et territoire et de l'économique via notamment les chambres de commerce. La volonté qui est la nôtre, c'est de dire nous voulons faire de cette région une région durable et connectée, en quelque sorte. Nous, on mêle les deux, c'est-à-dire on n'a pas l'énergie, l'environnement d'un côté et les nouvelles technologies de l'autre. Pour nous, c'est un tout. Et de cette façon, nous essayons de coordonner la totalité des acteurs. Un territoire, c'est quoi ? Un territoire, c'est une communauté d'intérêts. Ce sont des gens qui sont capables d'exprimer une vision commune et de travailler en commun. C'est le sens qui est le nôtre. Donc je me retrouve tout à fait dans ce que je viens d'entendre avec une clarté pédagogique que je ne retrouve pas toujours dans le monde universitaire. Et je tiens vraiment à vous en faire félicitations. En même temps, il est prof. Oui, mais j'ai connu, tu as connu aussi, des professeurs, il fallait s'accrocher pour suivre. Quand dans les classes, ça paraît tellement évident. On a fait la même école. Oui. Alors, juste avant de parler de l'innovation des mécanismes financiers, un sujet. Et là, j'aimerais une confrontation entre vous deux, le prix de l'énergie. Vous êtes le patron des patrons d'ici, à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie aussi Toral. On connaît le périmètre des acteurs industriels. Hier, on a vu votre carto économie circulaire, tout ça, ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut... Redites-nous les fondamentaux, ce que ça pèse l'énergie dans l'exploitation de vos ressortissants. Alors, je vais d'abord... Il n'y a pas de confrontation, parce que pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Parce que je vais l'interroger sur déjà, le bon prix de l'énergie. Alors, effectivement, nous sommes dans une... Et c'est là où l'importance des territoires et de la région et des territoires et l'importance des particularités de chaque territoire. Ici, on est un des derniers territoires en Europe à avoir une industrie électro-intensive extrêmement importante. Ça représente beaucoup de notre potentiel industriel. Et le prix de l'énergie est un prix qui est fondamental dans leur coût de production. C'est globalement 2 fois et demi le coût de la main-d'œuvre. C'est le deuxième coût derrière la matière dans leur coût de production. 2 fois et demi le coût de la main-d'œuvre. En moyenne, c'est 2 fois et demi le coût de la main-d'œuvre chez tous les électro-intensifs. Alors, beaucoup d'électro-intensifs ont fermé en Europe, il faut le savoir, qui ont été transférés vers des régions où il y a du dumping énergétique, et elles sont nombreuses dans le monde. Et donc, il faut y faire très attention, parce que si demain, on est bien entendu à 100% pour le mix énergétique, il faut néanmoins qu'on ait des systèmes qui fait qu'on puisse garder notre industrie sur notre territoire, et ces systèmes sont des prix, ou alors des prix hors marché, si je puis dire, ce que font certains pays en faisant du dumping, ou avoir des systèmes qui permettent d'avoir des prix de l'énergie qui restent économiquement acceptables pour nos industries locales. Alors, donc, là,
clairement l'expression de ces industriels électro-intensifs. Vous avez un producteur d'aluminium ici, Rio Tinto, qui a déjà exprimé explicitement: moi, si la facture augmente, j'irai voir ailleurs. Alors, clairement, ces industries qui sont venues après l'installation de la centrale nucléaire de Gravelines, hein, donc on a bien entendu aujourd'hui Rio Tinto qui a été racheté par Liberty, mais on a aussi le groupe Vale, enfin l'anciennement le groupe Vale qui fait du ferromanganèse, on a le groupe Eramet qui fait du silicomanganèse, on a une aciérie électrique, parce que dans le recyclage, vous avez quand même beaucoup de consommation aussi d'énergie quand on recycle. Vous avez de la production, mais vous avez aussi de la consommation dans un certain nombre de process industriels. Donc ici, on a vraiment un territoire qui est particulier. On a 2 ou 3 comme ça en France. On a un territoire particulièrement consommateur d'énergie, producteur, mais aussi consommateur. Alors, et producteur, hein, avec des logiques d'économie circulaire qui se développent très vite. Comment on résout cette équation? Parce que d'un autre côté, on dit l'énergie n'est pas chère ici. On va y mettre des taxes pour créer des financements, pour financer la transition. Comment on sort de ce truc-là? Et quelle réponse satisfaisante? Enfin, d'abord, est-ce que vous entendez ce que dit M. Lavalée? Oui, tout à fait, parce que, comment dire, ce qu'on a compris et ce qui nous a sauté à la figure au cours de ces dernières semaines, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien de mettre la pression sur des acteurs économiques qui n'ont pas la capacité de s'adapter. Donc lorsque vous mettez des taxes sur des gens qui de toute façon sont contraints d'utiliser des véhicules, a fortiori des véhicules diesel, et qui n'ont pas la possibilité à court terme de modifier soit leur manière de se déplacer, soit leur équipement, eh bien la cocotte explose. Et le problème que vous soulevez est un problème qui est du même ordre. Lorsqu'on fait de l'industrie lourde, etc., on est dans des cycles d'investissement qui sont des cycles très longs, et évidemment, on ne peut pas subir des chocs de prix qui sont des chocs de prix violents. Je pense qu'on peut avoir un intérêt à regarder du côté allemand. Il me semble que les Allemands, qui ne sont pas les plus mauvais du côté industriel, ont assez clairement différencié la manière de faire porter l'effort sur les industriels et la manière de faire porter l'effort sur la collectivité, sur les ménages schématiquement. Alors, ça conduit quand même à déplacer un peu le mistigris, parce qu'à ce moment-là, vous retrouvez à faire porter sur le reste de la collectivité une charge. L'Allemagne n'est pas exempte, par exemple, de précarité énergétique. On pourrait penser qu'au cœur de l'Europe, ce qui reste de la magnificence de la zone euro, avec le pays qui est le plus exportateur, etc., n'a pas de précarité énergétique. Ça n'est pas le cas. Il y a des millions d'Allemands qui ont des difficultés à faire face. Comme ici. Voilà. Donc c'est un problème qui est un problème endémique. Si on prend un peu, donc il faut tenir compte des conditions de la concurrence, et vous êtes sur des marchés dans lesquels ce facteur de production est un facteur de production essentiel. Et évidemment, si on augmente trop fortement la pression qui s'exerce sur vous, votre production, vos commandes diminuent ou vous partez, enfin tout ce que je ne vais pas vous raconter ce qu'est votre quotidien, évidemment, et les pressions que vous subissez. Donc il faut, me semble-t-il, penser le problème différemment. Et le problème, encore une fois, je pense qu'on n'a pas de modèle économique si on perd de vue que ce qu'on va chercher à recycler, c'est les 4% du PIB dont j'ai parlé tout à l'heure. Les énergies fossiles qui ne seront pas importées, et donc on n'aura pas d'à-coup si on est moins dépendant des énergies fossiles par ailleurs, la qualité de l'air qui va s'améliorer, tout ça, ça pèse 4% du PIB français. 4% du PIB français, c'est 100 milliards par an. On peut faire des choses. Avec 100 milliards, on peut faire des choses. Donc ça suppose derrière tout ça, évidemment, d'avoir des politiques publiques qui soient des politiques publiques extrêmement inventives. Et un des enjeux de la transition énergétique, tous les corps de métier sont appelés à concourir à la transition énergétique. Parce qu'encore une fois... Mais à géométrie variable, dites-vous alors. Tous les corps de métier. Je m'explique sur ce point qui est un peu étrange. Si en 2050, on parvient au niveau mondial à ne plus émettre que 5 ou 10 milliards de tonnes de CO2, ce sera le niveau de 1950. En 2050, on sera au niveau d'émissions de 1950. Entre-temps, le PIB mondial, il aura fait x10. La population mondiale, elle aura fait x4. Donc, si on doit faire ça, il faudra tous s'y mettre. Et donc, tous s'y mettre, ça veut dire qu'il faut que les ingénieurs s'y mettent. Il me semble que les ingénieurs sont plutôt en avance de phase, je ne suis pas ingénieur, donc j'en parle tranquillement, en avance de phase dans les solutions proposées à implémenter. On a plutôt un retard dans les politiques publiques à inventer, y compris dans leur diversité. Ce terme de diversité, je m'y accroche et
Et je suis heureux que ça fasse écho à ce que vous vous efforcez de mettre en œuvre. Donc il faut avoir des politiques publiques qui soient des politiques publiques innovantes. Ça n'a pas été le cas. C'est pas un blâme que je fais là, parce qu'encore une fois, on n'a pas été formé pour inventer ces nouvelles politiques. Mais il me semble, voilà, regardons ces 100 milliards, regardons un peu ce que font certains de nos voisins. Certains de nos voisins intéressent plus le citoyen à ces investissements. Et puis, certains de nos voisins sont beaucoup plus avancés que nous, à nouveau, dans les problématiques d'efficacité énergétique. Il faudra différencier les taxations industrielles, particuliers, et être à géométrie variable. Je vais revenir sur les mécanismes publics, parce qu'il faut donner des exemples et faire des propositions. Juste avant, à ce stade, vous avez un commentaire, une question, une réaction, Monsieur Guillaume? Oui, on voit bien quand même la complexité de l'équation, notamment quand on se ramène au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'il faut arriver à réconcilier neutralité carbone, attractivité territoriale, valorisation des énergies renouvelables et faire rentrer tout ça dans une équation économique qui ne pénalise pas l'attractivité économique. Donc on voit que ce n'est pas évident. Le deuxième enseignement quand même, c'est au travers de tous les projets qu'on peut accompagner, c'est quand même la nécessité de personnalisation des solutions apportées. Vous l'avez dit, hein, Dunkerque, c'est pas Nice. Et même au sein d'une même région, la situation de chaque industriel ou de chaque territoire n'est pas exactement la même. Donc ça nécessite quand même une ingénierie énergétique sur mesure pour bien identifier les potentiels en énergie renouvelable, les potentiels en énergie récupérable, notamment pour aller chercher les problématiques de chaleur, voire de transport. Et derrière, s'assurer qu'il y a adéquation entre finalement ces potentiels en énergie et puis les besoins à court et moyen terme, mais ça c'est moins évident, des territoires ou des clients à laquelle on s'adresse. Donc ça, de notre côté, industriel et fournisseur de solutions, ça nécessite, et ça a nécessité, d'ailleurs on l'a mis en place, une évolution de nos modes de gestion des projets, à savoir on n'est plus sur des projets industriels que l'on déploie, on est d'abord sur une démarche de compréhension des besoins de nos clients et des territoires, et ensuite regarder parmi les briques d'offres, parmi les briques de solutions qui existent et qui sont matures, quelles sont celles qui peuvent être implémentées et quelles sont celles qui doivent donner lieu à innovation. Et quand on parle d'innovation, il faut être en capacité d'en tirer les retours d'expérience derrière pour pouvoir les répliquer. Et ça, c'est aussi une évolution assez significative, c'est-à-dire on doit collectivement partager nos retours d'expérience sur les nouvelles technologies, le photovoltaïque, l'autoconsommation individuelle, collective, le développement de l'hydrogène. Voilà, tous ces sujets-là doivent être en capacité d'être répliqués si on veut tenir finalement les exigences de coûts, que ce soit l'investissement ou l'exploitation, qu'on doit tenir pour que ça ne pèse pas, soit sur les entreprises, soit sur les ménages. Une ingénierie énergétique sur mesure est indispensable. Alors on va s'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir tendu la perche. Parce qu'ok, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y est prêt? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, des exemples, des propositions. Et après, vous allez nous décrire le champ des possibles de tout ça. Parce qu'il faut libérer les forces quand même pour y arriver. Alors, François Lavallée. Il nous a amené quelques images, François Lavallée. On peut les regarder pendant qu'il parle, parce que c'est la photographie de sa cour de récréation, hein, de ce bassin industriel. Elles vont arriver, allez-y, François. Très bien. Donc, une des propositions... alors, ça fait 20 ans qu'on est dans cette problématique de prix de l'énergie. C'est depuis la dérégulation des prix de l'énergie. Ce qu'on demande, en fin de compte, c'est quelque chose à laquelle on nous répond toujours que ce n'est pas possible parce qu'on est en Europe et qu'on ne peut pas avoir du ciblage particulier. Moi, je pense que vous le disiez tout à l'heure, la particularité, c'est de cibler avec des contrats de progrès. Je pense que les industriels font beaucoup d'innovation, progressent. L'innovation progresse, la consommation d'énergie dans ces entreprises baisse. Ils trouvent des systèmes pour réguler, pour faire en sorte... Et on parlait de Rio Tinto. Rio Tinto a fait beaucoup d'efforts sur sa consommation d'énergie. Savoir qu'il consomme la moitié d'un réacteur, hein, c'est quand même considérable. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est des contrats de progrès ciblés avec des objectifs. Je pense que les industriels sont capables aujourd'hui à long terme de mettre des objectifs sur le papier. Ce qui est difficilement acceptable, ce n'est pas d'avoir de visibilité. En fait, compte, c'est un manque de visibilité à long terme. Quand on a des législations qui changent tous les ans, des taxes qui changent tous les ans, c'est très compliqué pour des industriels. Vous le disiez, c'est des industriels qui sont sur des cycles à long terme. Donc c'est en fin de compte de changer la donne et d'avoir, ce que vous disiez, des ciblages précis sur un certain nombre d'industries et de les accompagner au changement
de toute manière qui est indispensable et qui, je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui ne pas prendre en compte ce qui se passe au niveau du climat. Donc les amener à ce changement tout en gardant une compétitivité par rapport à certains pays qui font fi d'un certain nombre de règles. Donc c'est, je pense, la solution, une des solutions qu'on devrait adopter, si c'est possible vis-à-vis de notre réglementation, c'est en fin de compte d'avoir de l'inventivité publique qu'il nous faut. Bon, c'est un peu ce que vous disiez, vous êtes OK? Après, Philippe Vasseur va faire des propositions. Oui. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en tant qu'Européens avec à la fois ce qu'on a fait de merveilleux. On a quand même été les premiers au milieu des années 2000. À un moment, on était à peu près les seuls à lancer ce grand mouvement de lutte contre le changement climatique et tous ses objectifs. Mais il ne faut pas qu'on soit naïf. Et il faut notamment qu'on observe ce qu'on pèse sur la scène industrielle et qu'on prenne en compte cette dimension. Et je souscris totalement à ce que vous avez dit sur la nécessité d'avoir une vision qui soit une vision de long terme. Il me semble que donc j'ai deux points à mettre en avant par rapport à ça. Si on regarde la problématique du long terme, évidemment, toutes les questions dont on est en train de parler nous ramènent grosso modo à ce qu'on a dû faire dans les premières années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, on est dans un environnement en paix, mais les bénéfices de la reconstruction, finalement, on a commencé à les observer au début des années 60, c'est-à-dire le moment où on tire les dividendes de tous les efforts qu'on a faits, il faut 10 ans. Et donc il faut qu'on puisse avoir ce délai qui soit un délai long et qu'on puisse notamment à cet horizon donner des signaux aux industriels. Et donc par rapport à ça, et ça nous ramène à l'Europe, il faut absolument que dans la comptabilité publique et dans la comptabilité des déficits et des dettes publiques, on différencie clairement la bonne dette de la mauvaise dette. Et la bonne dette, celle qui va accélérer les investissements qui vont dans le bon sens et qui vont réduire notre empreinte carbone et qui vont accélérer les efforts européens dans ce domaine, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment différenciés. Et on pourrait tout à fait les mettre au profit de ce que vous indiquez. Si finalement, de votre côté, on peut avoir auprès des industriels un accompagnement parce que justement cette dette, ce soutien à la transformation, il n'est pas comptabilisé exactement de la même manière dans la comptabilité des déficits publics au niveau européen, à ce moment-là, on a un levier qui est un levier puissant et qui peut s'appliquer au niveau de tous les Européens. OK. Philippe Vasseur, toujours sur ce sujet de l'ingénierie énergétique sur mesure. Oui, non, et financière, bien sûr. Bon, je rejoins ce que disait François il y a quelques instants, c'est-à-dire que pour un chef d'entreprise, rien n'est pire que l'instabilité. Alors, l'instabilité, elle fait partie de la vie, hein, mais d'avoir une instabilité fiscale ou réglementaire ou tarifaire, c'est mortifère en quelque sorte. Donc, on a vraiment besoin de ces lieux. Le problème, c'est qu'en général, les visions ne sont pas les mêmes. Hein, bon, on vote le budget tous les ans et on a vécu dans le passé des exemples qui nous montrent qu'on peut très très bien avoir même une loi de programmation pluriannuelle et qui n'est pas appliquée lorsqu'il s'agit chaque année de voter la loi de finances. Bon, ça mais c'est un vrai problème. Bon. Moi, je vous rejoins tout à fait sur la différenciation de la dette. Je crois qu'on globalise aujourd'hui la dette et je sais pas, les Français ne s'y retrouvent pas, quoi. Quand on leur dit vous n'avez pas le droit de dépasser 3% de déficit, ben pourquoi? Donc on peut avoir des explications qui sont des explications simples. C'est vrai que faire les fins de mois par de la dette, c'est quelque chose de tout à fait condamnable. Investir, c'est-à-dire investir, ça veut dire pour tirer les bénéfices futurs. Donc on s'endette à un moment donné, mais pour se donner les moyens après de ça de se endetter, je trouve que ce serait effectivement une très bonne chose. Mais on n'est pas dans cette logique-là du tout aujourd'hui. Hein. Je pense que là-dessus, bon. Et sur la diversité, nous ramons depuis maintenant quelques années et nous constatons que même si on a une administration d'État qui en général est plutôt compréhensive, mais les réglementations qui sont souvent faites d'ailleurs pour ce qui existe déjà et non pas pour ce qui n'existe pas, la réglementation n'est pas faite pour l'innovation. La réglementation, elle est faite pour réguler ce que l'on connaît. On a eu une crise financière en 2008, si ma mémoire est bonne. On a pris des mesures régulatrices après la crise, mais on n'a pas pris des mesures pour la crise qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on sera mis devant le fait accompli. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper à la dimension d'un territoire. Vous avez rappelé tout à l'heure, nous, on a connu la dernière gaillette de charbon. Elle est sortie de la fosse 9, si ma mémoire est bonne, le 21 décembre 1990. 90, ouais. 90, ouais. 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 Et on l'a pris de façon un peu brutale. Ouais. Alors qu'on savait que ça allait arriver.
Et on essayait de retarder l'échéance. Et je rappelle souvent qu'en 1981, un Premier ministre pour lequel j'avais beaucoup d'affection avait décidé qu'on allait relancer l'extraction charbonnière. Parce qu'on avait décidé que le charbon, c'était dans les gènes de cette région et qu'il fallait le relancer. On a été recruté 3000 mineurs à l'extérieur parce qu'on n'en trouvait plus sur place, qu'on a fait venir, alors qu'on a fermé les mines quelques années plus tard. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut que l'on évite, c'est-à-dire d'être capable de se projeter dans un territoire comme le nôtre qui donc a vécu cette expérience, qui doit savoir, je l'espère, que rien n'est définitivement acquis et que tout peut être mis en question, y compris un jour des énergies qui sont aujourd'hui tout à fait nécessaires. Bon, et de ce point de vue-là, être capable de pouvoir prendre en main notre propre destin, c'est-à-dire d'appliquer la politique qui est la nôtre et d'obtenir cette fameuse expérimentation qu'on nous promet toujours et qui ne vient jamais, en quelque sorte, qui est un peu l'arlésienne de la vie publique française, où on dit que on doit expérimenter dans un pays qui se distingue par la rigueur de ses règles. Je pense qu'on est très bon en production de règles, on est très bon. Vous parlez des Belges en disant que les Belges sont aussi bons que nous. Ils en font autant que nous. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ils sont aussi bons que nous pour la production. Ils ont une application qui est une application plus pragmatique que la nôtre. On sait ici de quoi nous parlons. Donc, ce qu'on demande, c'est pas l'impossible. Ce qu'on nous demande, c'est qu'on nous permette de faire et d'aller dans un champ qui est un champ aujourd'hui encore à défricher. Il nous reste un bon quart d'heure. Moi, je crois beaucoup à la notion de territoire. Je pense que vraiment, c'est indispensable. on est dans un pays, et heureusement, la France s'est faite, on sait comment, et la France a eu besoin d'une cohésion centralisatrice. Ouais. Le monde a changé quand même depuis. Aujourd'hui, on ne remet pas en cause l'unité française, mais je crois que cette notion de communauté de destin, de communauté d'intérêt, c'est vraiment celle que l'on doit suivre. Moi, je me sens, pardon de le dire, mais je me sens quelquefois... en termes économiques, bien évidemment, pas en termes de culture, mais plus proche de quelqu'un qui est à Courtrai ou à Tournai que quelqu'un qui est à Perpignan ou à Nice, parce qu'on va retrouver. Oui, non, mais c'est pas du tout remettre en cause l'unité nationale, mais qu'on ait cette capacité-là et qu'on cesse quelquefois d'être méfiant à l'égard des initiatives qui peuvent être prises dans un territoire. Je constate d'ailleurs, sans rentrer dans un débat qui est un débat politique, qui n'est pas le cas ici, qu'après avoir pensé que les corps intermédiaires n'étaient pas nécessaires à la gestion du pays, on est en train de revenir vers les territoires, et notamment vers les maires, parce qu'on sait que c'est là où les choses se passent. Oui. Je pense qu'en effet, la dimension territoriale, elle est fondamentale pour une raison finalement assez pragmatique aussi, et pas seulement politique. On le voit bien, les systèmes énergétiques qu'on met en place, ils ne sont pas uniquement industriels pour des solutions liées aux collectivités ou pour des solutions résidentielles. On voit bien que ces systèmes énergétiques s'imbriquent les uns dans les autres. Quand on travaille ensemble sur le nœud énergétique de Dunkerque, on fait quoi? On fait un mix d'équipements publics, de synergie avec des équipements énergétiques privés, tout ça au bénéfice finalement du résidentiel. Donc on voit bien que disposer d'une vision globale territoriale de cette transition énergétique multi-secteur et multi-énergie, ça c'est fondamental, c'est très important. Sinon, on risque de s'enfermer dans des verticales de secteur ou dans des horizontales d'énergie, et finalement pas jouer cette conversion aussi que vous décriviez tout à l'heure, des énergies fossiles en énergie renouvelable ou récupérable disponible sur le territoire. Alors ça passe souvent par des vecteurs électriques, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'énergie renouvelable électrogène en France, mais cette dimension, elle est vraiment fondamentale, et c'est pour ça que c'est très important dans tous les projets d'avoir un peu de vision moyen terme sur la vision que les élus, les politiques peuvent avoir de la transformation du territoire, notamment en termes de secteur d'activité, et puis de l'autre côté, d'essayer de croiser ça avec des choses un peu plus techniques et économiques que sont les systèmes énergétiques qu'on peut imaginer à 3, 5 ou 10 ans, en ayant une approche pragmatique pour les mettre en œuvre rapidement et pas dans 5 ou 10 ans. Il nous reste 5 minutes pour échanger, parce que je voudrais donner un peu la parole à la salle. J'aurais encore une question à vous poser et un cas d'école sur lequel je voudrais vous faire réagir les uns les autres, à commencer par vous, François Lavallée, et puis vous faire entendre aussi un court témoignage d'un patron d'une PME. Non, le cas d'école, c'est, vous avez une centrale nucléaire ici, vous venez tous de plaider le long terme, la cohérence, etc., qui a 30, 40 ans
Gravelines? Tous les réacteurs n'ont pas, n'ont pas le même âge. Il y en a 4 qui ont 35 ans. Non, mais vous postulez pour accueillir un EPR ici. Enfin, deux nouveaux réacteurs. Est-ce bien raisonnable? De toute manière, aujourd'hui, il y a un objectif qui a été fixé à 50% d'énergie nucléaire. 50% d'énergie là, il faudra renouveler un certain nombre de réacteurs. Si on en ferme, il faudra en ouvrir d'autres. Je pense qu'on n'en ouvrira pas autant que ceux qui vont fermer, ça c'est sûr. Donc ceux qu'on ouvre, autant qu'ils viennent à Gravelines. Je parle d'égoïstement. Je pense que. D'accord, donc est-ce bien raisonnable? Non, mais je pense que Gravelines aussi, dans le site de Gravelines, il est d'abord. Vous pourriez mieux en parler que moi, mais le site de Gravelines, il est adapté à recevoir 2 nouveaux réacteurs, ce qui n'est pas le cas forcément ailleurs. Il est en bord de mer, ce qui aujourd'hui est, je pense, l'avenir du nucléaire. Hein. Donc il y a beaucoup d'avantages à venir ici. Et ici, en plus, on a quand même les très gros consommateurs d'énergie qui ont besoin d'avoir cette énergie proche, parce qu'il y a le transport. Il faut savoir aussi qu'on a reçu une entreprise qui s'appelle OVH. Alors, on parle toujours de l'ancienne industrie. Mais OVH qui fait du cloud, il consomme 50 MWh, ce qui n'est pas rien quand même. Hein, il en rend de l'énergie d'ailleurs, lui. Hein, oui, mais en attendant, il utilise 50 MWh quand même. Non, je posais la question à François Lavallée. Je fais répondre Philippe Geoffroy, après je viens vers vous tout de suite. Bon, pour un peu provoquer, mais pour exprimer qu'il y aura toujours intérêt particulier, intérêt général, quoi. Votre commentaire là-dessus. Si votre question c'est que ces moyens de production, à un moment, ils sont bien quelque part, la réponse est évidemment oui. Et d'ailleurs, on perd ça de vue, parce que là, on parle beaucoup de nucléaire, mais grosso modo, la situation dans laquelle on est, non pas seulement en France, mais en Europe, la Commission européenne nous dit faire la transition, c'est investir en Europe chaque année jusqu'en 2050 300 milliards d'euros. C'est pas énorme, hein, c'est 2% du PIB, donc on est toujours dans les mêmes ordres de grandeur, donc tout ça, c'est atteignable. Mais nos concitoyens européens nous disent on ne veut pas de ligne à haute tension, certains disent on ne veut pas de nucléaire, d'autres disent on ne veut pas de gaz de schiste, pourquoi pas, on ne veut pas d'éoliennes, on ne veut pas... Et donc on a une problématique derrière tout ça qui est que ces 300 milliards à un moment, on va devoir les voir quelque part, dans des environnements dans lesquels il va falloir recréer une culture industrielle. Et si cette culture industrielle, elle existe déjà, il me semble qu'on a une acceptabilité qui est plus naturelle. Parce que ces 300 milliards, ce ne sera pas que du logiciel, ce ne sera pas que de l'informel, il y a bien des choses qu'on va voir quelque part dans son environnement avec lesquelles il va falloir vivre. Et ça, c'est une culture qu'on a un peu laissée dans le XXe siècle. D'accord. Alors, Jean-Noël Guyot, vous vouliez réagir sur ce sujet des choix, hein, en fait. Et après, dites-nous, hein, ce sera ma dernière question, là, dites-nous, puisque vous avez dit tout à l'heure, nous, on bosse à s'adapter à cette ingénierie locale. Jusqu'où ira votre révolution ? Alors d'abord, sur Gravelines, c'était juste un petit clin d'œil pour faire savoir que Gravelines, c'est aussi de l'économie circulaire, hein, puisque vous avez à chaque instant jusqu'à 2 fois 10 mètres cubes par seconde d'eau chaude de Gravelines qui est récupérée par des industries locales. Donc ça, voilà, c'est toujours bon de le rappeler, mais c'était juste pour le petit clin d'œil. Je dirais que l'adaptation, elle va se construire, se poursuivre au fur et à mesure de l'intégration et de l'arrivée de nouvelles technologies. Si vous comparez le groupe EDF aujourd'hui avec le groupe EDF en 2012, aujourd'hui, dans le groupe EDF, vous avez des filiales de spécialité autour du groupe Dalkia sur tout ce qui est efficacité énergétique, production de chaleur, valorisation énergétique des déchets, enfin bref, j'en passe, mobilité électrique avec Isivia, la mise en forme de plateformes qui permettent sur une collectivité de suivre l'ensemble des objets urbains. Ça permet de concilier à la fois de nouveaux services pour les administrés et puis de l'efficacité énergétique, ça c'est via Citylum. Et donc cet enrichissement il se poursuit. Dernier exemple en date, aujourd'hui on travaille sur les questions de l'hydrogène. L'hydrogène c'est un vecteur énergétique quand même qui est intéressant, notamment pour l'industrie. On parlait de l'industrie tout à l'heure, l'industrie consomme 80 TWh par an d'hydrogène qui aujourd'hui dans sa grande majorité est carboné, il faudra le décarboner et donc le produire par électrolyse. Donc ça, sont des nouvelles technologies à mettre en place. Et puis bien sûr, il y a les transports lourds, les bus, les bennes à ordures. Et d'ailleurs, on travaille sur les Hauts-de-France. On a notamment déposé un appel à projet à l'ADEME le 11 janvier pour travailler à la fois sur ces nouvelles solutions, comment est-ce qu'on peut trouver des débouchés, et puis les filières professionnelles. Dans le volet, il y a un travail avec le lycée automobile et un BTS automobile et énergie, parce qu'il faut préparer les filières de demain. Donc notre groupe s'adapte, mais il faut qu'on adapte aussi l'ensemble des compétences du pays à ces nouvelles solutions qui se mettent en place.
Donc cette évolution, elle sera permanente, enrichie à la fois par les projets territoriaux, parce que je voudrais préciser quand même que beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées nouvelles et de problématiques auxquelles nous sommes amenés à répondre viennent quand même des territoires. Donc il faut continuer cette alimentation, je dirais 80% à peu près des flux. Et puis de l'autre côté, des projets qui viennent un peu de nos équipes de R&D. Mais honnêtement, aujourd'hui, on est plutôt dans une innovation bottom-up que dans une innovation top-down. Définitivement, vous quittez votre statut de producteur et vous êtes architecte énergéticien, j'aime bien ce terme. Oh, d'accord, allez, ok, on achète. Non, oui, rapidement. Seulement un petit complément pour dire que ce partage des connaissances, c'est un élément essentiel, parce qu'ici, on fait beaucoup de recherches sur l'énergie, sur l'économie, sur l'efficacité. Et ce qu'a fait Philippe en créant REF3, et aujourd'hui, on aurait pu croire, à l'époque, c'était quand même une idée sur laquelle on ne partageait pas tous, idée, mais cette idée quand même novatrice. Ouais. Aujourd'hui, REF3 sert quand même à partager toutes les connaissances sur cette région. Et c'est pragmatique. C'est pas qu'une pensée sur le long terme, c'est vraiment du pragmatisme. Aujourd'hui, REF3 permet à tous ces industriels de partager ces connaissances. Et il faut encore renforcer ce partage de connaissances, même au niveau national. Non, il n'y a pas que les électro-intensifs dans la vie. Je voudrais que vous écoutiez le court témoignage. Vous savez, depuis hier matin, on donne la parole à des acteurs de ce territoire, de tous horizons. Là, on est allé voir le patron d'une PME que vous devez connaître, c'est EDHD. À Capelle-la-Grande, 120 salariés, et lui, on lui a dit, bon, comment tu vois ta transition, toi? Écoutez-le. Alors la transition énergétique, il est vrai que c'est quelque chose qui est à la mode actuellement, on en entend parler de plus en plus. Et quand on y réfléchit un peu plus profondément, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de gains à avoir. Et c'est surtout ça le moteur de notre façon de faire, plutôt que dire on protège l'environnement. Le chef d'entreprise, on est obligé d'essayer d'optimiser les coûts et de diminuer les charges. Et de ce fait-là, tout ce qui peut être réduit au niveau dépenses énergétiques est le bienvenu. Et je dirais que ce qu'on applique à l'entreprise, on peut aussi l'appliquer chez soi. Et si chacun amène un petit ruisseau, je dirais, à cette démarche, on peut arriver à énormément d'économies. Là, il y a des choses, je dirais, toutes simples, qui ont certains coûts, mais qui sont assez simples. C'est le remplacement des ampoules classiques par des ampoules LED. On a mis des capteurs dans certains locaux où il n'y a pas un passage fréquent et où la lumière est souvent allumée. On a mis des horloges sur nos compresseurs. On essaie de sensibiliser les gens aux consommations de papier et surtout d'encre et donc d'énergie sur les photocopieuses. On a revu complètement notre parc de véhicules pour avoir des véhicules moins gourmands en énergie. On a mis en place une démarche d'optimisation des tournées ou des circuits pour éviter d'avoir des kilomètres de trop. C'est difficile à quantifier dans le sens où on a une entreprise où on embauche pas mal. De ce fait-là, on a une augmentation de charges. Mais quand on fait le décompte au niveau des bilans, on voit que le post-énergie est en stagnation, voire en réduction, bien qu'on ait augmenté le nombre de personnes. Bon, voilà, l'impact direct sur mon compte d'exploitation. Vous avez un commentaire l'un ou l'autre c'est la parole de bon sens aussi, là, ce qu'on vient d'entendre. Monsieur Lavallée. C'est un chef d'entreprise qu'on connaît bien, qui est très impliqué, notamment dans les clubs d'entreprise qui ont été mis en œuvre avec la Chambre de commerce. C'est quelqu'un qui va chercher des idées partout et qui est une belle entreprise, qui progresse, une entreprise dans l'hydraulique. Donc il est aussi dans ces métiers qui sont très impactés par les coûts de l'énergie. Voilà, c'est aussi toutes ces petites mesures et ces partages d'expériences qu'il peut faire tous les jours dans ces réseaux. Je pense que l'idée de réseau aussi est importante. REF3 est un réseau. Les chambres de commerce sont un réseau. Les recherches, c'est un réseau. Et c'est très important de partager comme ça ces petites choses. Quelquefois, c'est plus important, mais ces petites choses qui font de l'amélioration quotidienne, l'efficience énergétique, c'est un élément essentiel. Comment déjà la première production, c'est réduire la consommation. Et là-dessus, il me reste 5 minutes, après on arrête, on enchaîne avec une autre session. Je donne la parole à la salle, quelques instants, d'accord? Qui veut prendre le micro? Monsieur? Bonjour, donc Fabrice Bonne, je voulais poser quelques questions à l'ensemble des intervenants. Oui.
Alors, donc vous parliez effectivement de les démarches, donc acceptation de la population, qui est effectivement pas très facile, hein. Bon, ici au niveau des Hauts-de-France, c'est un peu plus simple, étant donné que c'est une région qui est à grande dominante industrielle, et surtout au niveau de Gravelines. J'ai vécu ici pendant plus de 20 ans, donc je connais un petit peu le territoire et puis comment ça fonctionne. Il est un fait que tout le monde n'a pas forcément la même vision de l'avenir, la même vision même du présent. Et pour moi, donc, tout projet passe par une stratégie, donc au niveau national, même local, à pouvoir du coup mettre en place une concertation entre les élus, les entreprises et donc les citoyens. Vous parliez donc tout à l'heure du fait que vous étiez plus proche des personnes qui étaient dans le coin, donc vous parliez des villes qui étaient dans le coin plutôt que celles de Nice ou en tout cas de Perpignan. Moi, la question que je me pose, c'est comment faire en sorte que tout le monde avance ensemble et pas qu'on ait comme ça une multiplicité d'actions qui soient individuelles, qu'on puisse avoir des actions plutôt collectives qui viennent des citoyens mais aussi des entreprises, que tout le monde puisse avancer ensemble et qu'on sorte de la logique quelque part de compétition, qu'on puisse plus être dans la concertation, avancer tous ensemble et dans le même pas. Voilà. Bonne question. Il y a le rôle des élus là aussi, certainement. Oui, Philippe Vasseur. Non, mais c'est exactement ce que nous faisons avec la démarche REV 3, issue de la troisième révolution industrielle. C'est exactement ça. On n'a pas inventé la poudre, hein. C'est simplement la mise en ordre de façon collective pour essayer d'atteindre une vision, celle d'une économie décarbonée, etc. Enfin, j'évoquais tout à l'heure, et incluant toutes les nouvelles technologies. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'ensemble du monde politique, hein, je rappelle quand même, l'ensemble du monde politique, l'ensemble du monde économique, et aujourd'hui l'ensemble du monde académique, parce qu'on a réussi à faire signer la totalité des universités, des grandes écoles de cette région pour participer précisément au même exercice. C'est tout à fait ça. Oui, il faut quoi ? Il faut cette vision que l'on est capable de se créer, et il faut aussi, et ça je pense que c'est un élément assez important, bon, dans cette région on a pu réussir, mais il faut aussi essayer d'être le plus pragmatique et le moins idéologue possible. Idéologue ou idéologique, si vous voulez. On sait bien qu'on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Quand vous avez quelqu'un qui vient d'un bord, on discute avec Damien Carême, etc., je ne suis pas d'accord à 100% avec ce que dit Damien Carême, toi non plus. Bon, mais on peut avoir ce que j'appelle le consensus relatif. C'est-à-dire, bon, si je pose la question en disant « Est-ce que vous êtes pour la liberté ?» On va trouver peut-être 5% de gens qui vont lui dire non, mais c'est considéré comme faisant partie du patrimoine de notre République. Je pense qu'on a un corps sur lequel on peut s'entendre, ça peut représenter 40 ou 50 ou 60% de l'activité, et avancer de cette façon-là. Jusqu'à présent, on a réussi à surmonter un certain nombre d'obstacles, y compris ne pas se laisser piéger non plus par les questions sur le nucléaire, où on sait qu'on n'avance pas. Donc il y a des questions qu'on évacue, et on se met au service de cette volonté collective. Je pense que c'est tout à fait concevable. C'est une question aussi, et puis il faut éviter de faire en sorte que des démarches comme celle-ci deviennent des enjeux de pouvoir, où là, on est mort d'avance. Bon, alors après ça, se pose un vrai problème, qui est celui de l'appropriation par la population. On arrive à intéresser la population sur des choses qui sont des choses de très proches. Par exemple, j'installe une unité de méthanisation quelque part, je suis sûr que la population va s'y intéresser, pas forcément dans un sens positif. Bon. Mais sinon, pour le reste, constate qu'aujourd'hui, on a beau avoir des moyens d'information qui sont des moyens considérables, la population n'a pas encore pris pleinement conscience de la totalité de ces enjeux. Monsieur Guillaume. Oui, je voudrais juste profiter de la question en fait pour parler de la coopération entre les acteurs, notamment les entreprises. Ce qu'on observe quand même depuis 3-4 ans, même depuis 7-8 ans. Je vais prendre l'exemple des zones d'aménagement. Aujourd'hui, on a un travail vraiment en commun entre les collectivités, les aménageurs, les promoteurs et les énergéticiens pour bâtir et penser les solutions énergétiques sur les futures zones d'aménagement. Voilà. Et ça, c'est des choses vraiment qui sont nouvelles et qui aujourd'hui sont complètement intégrées, notamment quand il y a des appels à projets sur les grandes zones d'aménagement. Ça, vraiment, ça c'est une évolution très significative et qui est nécessaire pour bien intégrer les contraintes des différents secteurs et viser un objectif commun, un socle commun, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ok. Une autre... Ouais. Je voudrais seulement, c'est philosophique, mais l'ensemble des intérêts particuliers, ça ne fait pas l'intérêt général. Ouais.
C'est-à-dire que si on compte l'intérêt particulier de chacun, on ne fera jamais rien. Il y a plein de secteurs aujourd'hui, je parlais tout à l'heure d'un agriculteur qui veut faire un ensemble de méthanisation. Ça embête un voisin parce qu'il va des camions qui vont passer devant chez lui, il bloque le projet. Donc il faut aussi jamais oublier l'intérêt général. Oui, monsieur Jouvon. Je remarque au passage que le président de la Chambre de commerce représentant le patronat n'est pas un vrai libéral, puisqu'il pense que la somme de des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Mais je te rejoins sur ce point. Dans la question de monsieur, moi j'ai entendu une question un peu différente qui était si on a une bonne idée à Dunkerque et si elle peut s'appliquer à Perpignan, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle redescende à Perpignan? Il me semble que la France dans ce domaine est pas mal parce que finalement on parvient à avoir des réflexions locales sous les formes qui ont été décrites, mais par ailleurs on a à la fois évidemment les réseaux d'élus et les réseaux d'acteurs industriels et on a une organisation notamment via les opérateurs de réseau, des gens comme Enedis ou comme GRDF du côté de l'ELEC ou du côté du gaz, sont très très implantés dans les territoires. Alors comme on est en France, ça nous paraît une organisation qui est une organisation assez banale, mais si vous franchissez le Rhin, vous n'avez pas du tout cette organisation. Et donc peut-être que les Allemands, dans certaines circonstances, peuvent se mettre dans l'obligation de réinventer la roue. Il me semble qu'on a un maillage en France qui permet de diffuser les bonnes idées. Allez. 10 secondes et je conclus avec M. Jouvon. 10 secondes. Simplement, nous, on constate d'ailleurs avec bonheur, parce qu'on a souvent parlé de notre région dans des termes assez péjoratifs, que l'expérience que nous menons ici, elle est regardée. Et nous avons, alors, soit à l'étranger, on a eu des contacts avec le Grand-Duché de Luxembourg, avec l'agglomération de Rotterdam-La Haye, soit en France même, où certains veulent s'inspirer de ce que nous faisons. Et je trouve ça très bien. Je crois que quand on a une démarche territoriale qui est la nôtre, elle est duplicable, pas reproductible de façon systématique, mais elle est duplicable, et on est dans cette logique-là, si vous voulez. Ne prenez pas mal ce que je dis quand je dis je me sens plus proche quelquefois d'un Courtraisien que d'un Perpignanais. C'est pas du tout une démarche de séparation, c'est simplement qu'on peut créer chez nous une sorte d'écosystème et dont d'autres peuvent tout à fait s'inspirer. Et d'ailleurs, et je termine par là, Jean-Michel, c'est tout à fait promis, à l'intérieur même du territoire de Hauts-de-France, s'identifient ce qu'on appelle les territoires démonstrateurs, qui sont des collectivités infra-régionales qui mènent leurs propres projets et qui le mènent en réseau. Et la plus petite fait 22 000 habitants, c'est une communauté de communes de 52 communes qui fait 22 000 habitants. La plus grande fait 650 000 habitants si je mets la métropole de Lille à part. Donc on s'adapte au territoire en fonction des communautés de destin et non pas en fonction des limites administratives. Je pense que c'est vraiment une façon très pragmatique de procéder. On conclut avec vous, avec un sujet qui taraude tous les acteurs, qui est l'échelle temps. Tout ce que vous avez décrit nécessite du temps. On n'a pas eu le temps de parler des filières aussi, indispensables à mettre en place pour répondre à ces enjeux de la transition énergétique. Comment, l'économiste, comment vous voyez les choses avec le temps long nécessaire aux transformations et l'urgence des réponses à apporter ? Alors, il nous faut du temps et ce temps, on ne l'a pas. Parce que derrière tout ça, il y a la logique de la physique et qui nous dit qu'au-delà d'une certaine concentration de particules dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, on aura tant de degrés et on sera foutu. Donc ce temps, on ne l'a pas. Et l'histoire nous apprend que ces changements de modèle énergétique sont des changements qui s'étalent sur un siècle, grosso modo. Entre le moment où on entre, on sort du charbon en Grande-Bretagne, ça prend ce temps. Et nous, on a 2-3 décennies. Alors, parmi les raisons d'espérer, premièrement, la raison d'espérer, c'est qu'on en est conscient, ce qui était moins le cas il y a 10 ans. Et ce grand débat dans lequel on a été, là, donc les climato-sceptiques et les gens qui considèrent que le problème va se poser au XXIe siècle sont désormais très très minoritaires, même s'ils ont un certain écho. Donc première raison d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est que lorsqu'on regarde ces dernières années, on est toujours sur le même modèle à la maille mondiale. L'an dernier, on a émis 2% de gaz à effet de serre en plus, 2% de CO2 en plus, pour faire bref, et on a eu un PIB mondial qui a augmenté de 2 à 3%. Donc on est sur le même modèle depuis 1800. Mais essayons d'imaginer, ça peut être quelque part entre 2020 et 2025, le monde dans lequel, au bout de 2-3 ans, on aura commencé le découplage.
On a failli entrer dans ce monde d'après entre 2013 et 2016. Au niveau mondial, les émissions sont restées plates. On pensait qu'on allait passer de l'autre côté et entrer dans ce nouveau modèle. Et puis patatras, ça a rebondi. Et en 3 ans, entre 2013 et 2016, le PIB mondial, la richesse mondiale a augmenté de 3%. Donc on est en train de comprendre, il y a des formes d'hésitation entre rester dans l'ancien modèle et entrer dans le nouveau. Et c'est à ce point du temps, me semble-t-il, qu'on est là pendant quelques années. Mais faisons un rêve, mais qui me semble tout à fait plausible. Imaginons ce qui va se passer si, pendant 2-3 ans, on observe, et les investisseurs surtout, observe que la croissance mondiale se nourrit de moins en moins de CO2. À ce moment-là, ça va devenir très, très, très compliqué de financer, de trouver des financements pour des investissements à long terme qui seront des investissements carbonés. Donc ça veut dire que, par exemple, ce dont rêve Donald Trump, qui est le charbon propre, etc., c'est des investissements qui se rentabilisent sur 50 ans, ça va être très, très compliqué à financer. Et ça va être compliqué également à financer, y compris dans des pays comme l'Inde et comme la Chine, qui restent des pays extrêmement carbonés, qui ont besoin de charbon. Et donc on va voir apparaître une contrainte si l'évidence impose à tout le monde qu'on est entré chaotiquement et avec beaucoup de difficultés dans ce monde d'après. Je ne sais pas du tout à quoi correspond ce monde d'après depuis 2 siècles. On est dans un monde dans lequel la matière essentielle, l'élément essentiel, et il n'y a aucune exception de la manière de créer de la richesse, c'est du carbone. Donc ce qui va se passer après, je n'en ai pas la moindre idée. Je sais en revanche que les financiers vont regarder de très très près les risques et vont réévaluer les risques dès lors qu'on sera entré dans le monde d'après. Ça pourrait être un facteur d'accélération. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour vos témoignages. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Il y a une session qui enchaîne là tout de suite, donc restez, n'hésitez pas. Bonne soirée.